Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Excellente journée dominicale. Et pour ceux qui vont aller au culte, je sais que certains vont à partir de midi ou l'après-midi. Je vous souhaite déjà une bonne journée dominicale. Alors, en me réveillant ce matin, j'ai vu des appels en absence de certains compatriotes, parmi lesquels une petite sœur que j'aime bien, qui a tenté de me joindre à 2 heures du matin. Et comme vous le savez, chez nous en Afrique, la politique se fait la nuit. C'est souvent la nuit que les gens trouvent le temps propice pour parler politique, surtout au Gabon. Donc, comme à mon habitude, j'ai rappelé la petite soeur pour savoir, parce qu'elle n'appelle pas n'importe comment. Si elle appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis elle me dit, mais donc tu es en négociation avec le pouvoir en place? Je dis, comment ça? Je dis, non, nous avons appris
que tu es en négociation avec le pouvoir en place, pourquoi tu ne parles plus? Elle n'est pas la seule personne. Elle n'est pas la seule personne à me faire cette observation. Elle est la 7e personne. Et en essayant de recouper l'information avec mes sources tapies dans les arcanes du pouvoir, je me rends compte que beaucoup des dealers politiques, je préfère les appeler dealers politiques et non leaders politiques, parce que nous n'avons pas de leaders politiques, nous avons plutôt des dealers politiques. Donc, beaucoup de dealers politiques vont prendre l'argent chez Ali Bongo pour dire qu'ils me connaissent, ils me maîtrisent et qu'ils peuvent me ramener au pays, qu'ils peuvent me ramener chez Ali Bongo pour fumer le calumet de la paix. Mes chers compatriotes, je voudrais être honnête avec vous aujourd'hui. J'ai pris le chemin de l'exil, pas par plaisir, parce que je venais souvent en France, de toute façon. Je n'ai jamais rêvé un seul instant venir vivre en Europe. C'était bon pour du shopping, pour des vacances, pour des stages, mais ce n'était pas mon lieu rêvé des résidences. Mais je me suis retrouvé devant une situation où je n'ai pas eu de choix. C'était soit l'exil ou la mort. Alors, quand on a fait un choix difficile comme ça, quand on est un homme normalement constitué, on ne recule pas. Surtout quand on a emprunté le chemin escarpé qui a été le mien, on ne peut pas reculer. Donc, c'est quoi cette histoire? Je sais qu'il y a des hommes politiques qui vont prendre de l'argent. Beaucoup disent oui, c'est mon petit-fils. D'autres non, c'est mon petit, je le connais depuis qu'il était journaliste à l'Union. Vous voyez, il ne m'a jamais attaqué, on n'a jamais de problème. Donc Ali Bongo et sa femme sont tellement gogoles qu'ils croient à ces gens-là. Aucun homme politique ne me voit. Rares sont même ceux que je prends au téléphone. Même mon grand-père, Maître Maïla, on ne se parle plus. Ça va vous étonner. Pourtant, il n'y a pas mieux pour discuter avec moi que Maïla. Parce que Maïla, c'est mon grand-père. Maïla a beaucoup contribué aussi à ce que je suis devenu politiquement. Parce qu'il m'a donné des conseils souvent. Mais si je ne vois pas Maïla, qui est mon grand-père, donc qui est de la famille, ce n'est pas un autre leader politique que je peux voir n'importe comment. Donc, les gens vont prendre l'argent chez Ali, mais qu'ils aillent en leur nom au lieu d'amener. Parce que je comprends pourquoi certains m'insultent ici. Oui, le pouvoir t'entretient. Parce qu'il y a des gens qui accompagnent ces personnes-là. Je connais même un jeune homme qui m'a dit, mais tu sais que j'ai construit ma maison à partir de toi parce que je disais que je te connais. Ils m'ont donné 200 millions. Pour venir, je ne suis pas venu parce que quand je t'ai contacté sur Facebook pour demander ton WhatsApp, tu ne m'as jamais répondu. Donc, voilà, c'est devenu un business. Je suis devenu un fonds de commerce pour beaucoup. Je ne suis en négociation avec personne. Parce que j'ai beaucoup souffert dans ma chair. Quand vous lirez mon deuxième livre, Les blessures de mon âme, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas reculer. Parce que ce que j'ai subi, aucun autre opposant n'a subi ça. Donc je retourne faire quoi au Gabon? Donc je vais retourner faire quoi au Gabon? Il y a quoi? Il n'y a même plus plaisir à être au Gabon en ce moment. C'est vrai, c'est mon pays, c'est la terre de mes aïeux, toute ma famille y vit, mes enfants y vivent. Mes amis y vivent, mon avenir y est. Mais je ne vois pas dans quel intérêt. Et la personne qui m'a appelé, je me dis, tiens, on nous a dit aussi que Paulette Missambo a promis ta tête à Ali Bongo pour t'amener dans les rangs. J'ai dit, ah non.
Paulette Missambo était en France lorsqu'elle est venue pour ses problèmes certainement personnels ou de famille. Et elle est tombée au moment où j'étais malade. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit que j'étais hospitalisé. Elle m'a dit qu'elle veut me rappeler. Bon, je crois qu'elle a dû oublier. Parce qu'elle ne m'a pas rappelé. Mais nous ne nous sommes jamais vus. Et je ne pense pas que cette femme-là nourrit cette ambition de m'amener chez Missambo, chez Ali Bongo. Paulette Missambo me connaît mes principes. S'il y a des gens qui m'ont vu jeune, Paulette Missambo fait partie des gens qui m'ont vu très jeune. Parce que je l'ai accompagnée dans certaines missions dans le Gabon. Elle sait que je suis un homme de principe. Elle sait qu'on ne me cloue pas. On a souvent discuté. C'est une grande sœur pour moi. Mais je ne vois pas cette femme en train de promettre ma tête à Ali Bongo. Non, je vais te ramener, tu n'as fait pas besoin de président. Je ne sais même pas s'il discute d'ailleurs. Parce que pour moi, jusque-là, bon, je me dis, elle est opposante, elle est dans l'opposition. Maintenant, s'il voit Ali Bongo, ça c'est son problème. Mais elle ne peut pas promettre ma tête à Ali Bongo. Arrêtez. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je suis devenu une denrée marchande, de PDGistes. Donc chacun va prendre. Il y a même une affaire qui s'est passée ici où Selou Khan m'aurait envoyé de l'argent par quelqu'un et la personne a mangé cet argent. J'ai dit à celui qui parle avec Selou Khan, j'ai dit, ben, dis-lui que je n'ai pas reçu l'argent. Il a donné l'argent à un petit du PDG là. J'ai dit, tu as pensé à moi, c'est vrai que c'est bien de penser à moi parce que je ne t'ai rien demandé. Si tu as pensé à moi, c'est bien, c'est gentil, mais sauf que cet argent ne m'est pas parvenu. Si ça m'était parvenu, je t'aurais dit, soit je te l'aurais renvoyé si je trouve que les motifs utilisés sont superfétatoires, je t'aurais renvoyé ça. Mais je n'ai pas vu. Et sur la base de ça, donc il y a des gens qui viennent pour dire la négociation avec le pouvoir, pour discuter quoi? La seule chose, j'ai eu des émissaires les premières années quand je suis arrivé en France. 2015, 2016, j'ai eu des émissaires. 2017, des émissaires d'Ali Bongo. Jusqu'en 2018, avant qu'il tombe malade. Et le dernier émissaire d'Ali Bongo, j'ai dit, va dire à Ali Bongo que pour que je reparte au Gabon, comme il avait dit à son émissaire, tu lui dis que son choix sera mon choix. Donc de choisir un poste dans la sphère décisionnelle de l'État, et comme ça, il me donnerait pour que je rentre au Gabon. J'ai dit, mais va dire à Ali Bongo que le seul poste que je veux, c'est celui de président de la République qu'il libère. Parce qu'avec ça, je veux régler le problème des Gabonais. Quand je suis président, j'ai le pouvoir de décision. Mais si c'est pour être ministre, on n'a plus de pouvoir. Les ministres, c'est vrai que les ministres ont un peu d'argent, mais ce n'est plus, ce ne sont plus les ministres d'Ali Bongo, d'Omar Bongo. Donc, d'ailleurs, je viendrai ici, on va faire un truc, une émission spéciale ici, là, pour parler des salaires des gens. Donc, voilà comment les gens vont là-bas, ils vont prendre de l'argent, et ils font des voyages en France. Ils disent qu'ils me connaissent, ils vont me rencontrer. Ils n'arrivent pas à me rencontrer, ils n'ont même pas mon numéro de téléphone. Ils rencontrent quelques petits membres de leur clan, et quand ils repartent là-bas, ils disent qu'ils ont vu Moulenda. Mais qu'ils montrent les photos, ils sont avec moi. Par les temps qui courent, on ne peut plus mentir. On peut mentir quand on pêche du poisson, mais pas quand on partage le poisson. On peut mentir quand on pêche le poisson, mais pas quand on partage le poisson. C'est pas possible. Donc, moi je voudrais vous dire une chose. Je souffre dans ma chair d'être loin de mon pays, loin de mes enfants, loin de personnes que j'aime. Mais je vous assure que même si ça doit durer toute une éternité, je préfère. Je préfère. Parce que je suis arrivé à un niveau, j'ai atteint le point de non-retour dans ce combat. Je n'ai jamais été au PDG. Pourquoi je vais partir au PDG? Je suis parti du Gabon en catastrophe. J'ai fui du Gabon parce que j'ai fui la mort. Donc pour quelle raison je vais repartir?
Le mouton qui s'échappe de l'enclos n'y retourne pas. Le mouton qui s'échappe ne retourne pas dans l'enclos. Sachez ça. Le mouton qui s'échappe ne retourne pas dans l'enclos. Donc je vais retourner au Gabon pour faire quoi? Et puis je ne retourne pas au Gabon pour être simple journaliste. Hein. Ça, je vous le dis déjà. Je retourne au Gabon pour diriger le Gabon avec des patriotes, pour construire un Gabon nouveau. Et si ce n'est pas possible, je préfère rester à l'étranger. Quitte à faire la politique avec les Blancs. Vous avez vu, hier, j'étais à un concert, il n'y avait pas de Noirs là-bas. Je préfère choisir mes amis. Donc, si les parents ne me rencontrent pas en Europe, ce n'est pas n'importe qui. Je ne peux plus faire confiance aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, les gens qui veulent m'éliminer. C'est même à la limite stupide de penser que moi je peux recevoir encore des gens. Avec tout ce que j'ai subi, je me demande parfois comment je suis fait pour être encore en vie. Comment je fais? Par quel miracle je suis en vie? Parce que ce ne sont pas les obstacles qui ont manqué. Et comment voulez-vous que moi je reparte vers des gens qui veulent me tuer? Même d'après vous. Il n'y a plus de... Le dialogue n'est pas mauvais en soi. Mais la personne qui est en face de toi, Ali Bongo n'est pas sincère. Regardez ce que les autres font en Afrique. J'ai vu que le Tchad a commencé un dialogue. En Côte d'Ivoire, il y a eu presque le même dialogue. Dans notre pays. Mais au Gabon, il n'y a pas de dialogue sincère. Ali Bongo utilise le dialogue rien que pour vous rapprocher, pour vous buter après. Donc moi, je veux repartir au Gabon pour me faire tuer. À quoi aurait servi l'exil? À quoi aurait servi d'être venu en exil avec toutes les tracasseries que j'ai connues? Passer par le Cameroun, partir de Libreville, en passant par le Wellington, et arriver à Kiossi où j'ai échappé à l'assassinat. Et je viens jusqu'à Yaoundé. J'ai trimé là 3 semaines. Je prends l'avion dans les difficultés, après avoir obtenu des papiers délivrés par les autorités du Cameroun. J'arrive à l'aéroport Léomba, à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Je suis bloqué. On tente de me rapatrier au Gabon. Heureusement qu'il y a eu ce concours de Dieu au dernier moment où on m'a extrait de ça. J'entre sur le territoire français. Je ne fais que connaître des difficultés. On m'empoisonne. On tente de m'assassiner. Il faut des choses. Mais avec vous, même si on est bête, quelle est cette personne qui est bête après tout ça, qui va dire, bon, je m'en vais? Comment on peut partir? Après tout ce que j'ai subi, comment je peux aller avec mes bourreaux? Vous aussi. C'est même pas imaginable. Même en rêve, ce n'est pas imaginable. Comment je peux aller avec mes bourreaux après tout ce que j'ai subi? Il faut être idiot. Et vous pensez que je suis idiot vraiment? Vous pensez que si j'étais aussi stupide, bête, les gens ne m'auraient pas atteint? Chaque jour, je me dis qu'à la limite, ils utilisent ils veulent utiliser le rapprochement pour bien me tuer. Vous savez vous-même que la panthère n'approche pas la gazelle pour la saluer, si ce n'est pour sucer son sang. Donc, comment après tout ce que j'ai subi là? Donc, commencer le combat à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 44 saisons sèches. Donc, je vais arrêter ça. Au Gabon m'a fait toutes les propositions. Je n'ai pas accepté. Depuis que je suis arrivé, ils ont fait poser. C'est maintenant, aujourd'hui. J'ai même connu des moments difficiles où il m'arrivait de ne pas avoir du carburant, ne pas avoir à manger. Je n'ai pas accepté les propositions. Parce qu'ils ont tout verrouillé. Vous savez que le journal Le Fait divers, ils ont fermé ça. C'était pour m'asphyxier. Ils savaient que je ne pourrais plus me prendre en charge, je ne pourrais plus prendre en charge mes enfants. Donc, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Je n'ai pas accepté. Ce moment où moi, je commence une carrière d'écrivain, que je dis, bon, je laisse tomber. Non. Si vous me voyez silencieux, c'est parce que je suis occupé à écrire des livres. Il y a des choses aussi à écrire. Il faut qu'on entende parler du Gabon aussi, sur d'autres plans. Le Gabon a des valeurs sur le plan littéraire.
Donc, parfois, je n'ai pas assez de temps d'être avec vous. Ne me confondez pas avec ces activistes alimentaires-là. Il y a des gens qui sont venus dans l'opposition pour se faire remarquer parce qu'au PDG, il y avait un trop plein, on ne les regardait pas. Donc, c'est normal que cela parte. Ils n'ont jamais été en danger. Ils étaient déjà au PDG. Ils n'ont jamais été en danger. Mais comment vous voulez me confondre à ces personnes-là? Mais vous aussi, donc, il vous manque, à un moment donné, il vous manque la journée. Il y a un problème? On a quel problème au Gabon? Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris que moi, je ne cherche pas un poste ministériel? Sinon, je l'aurais occupé depuis Omar Bongo. À 27 ans, Omar Bongo voulait faire de moi un ministre. Je n'ai pas accepté. Moi, j'ai commencé la politique très tôt. J'étais toujours brillant. Pourquoi je vais accepter maintenant les négociations? Pour avoir quoi? L'argent, j'en ai connu, moi. J'ai eu l'argent et j'en aurai beaucoup plus même à l'avenir. Donc, c'est quoi le problème? Si vous ne me voyez pas, j'ai autre chose à faire. Aucun homme, aucune femme ne peut m'amener chez Ali Bongo. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un dit ça, il a menti. Moi, j'ai le numéro de Bongo. Donc, si même j'ai envie de négocier, si ça arrivait, ce qui n'arriverait jamais même en rêve. Parce que je n'ai pas à négocier. Allez demander pardon à Ali Bongo. Demander pardon à quoi? Celui qui a fait du mal au Gabon. Il veut que ce soit moi qui aille aller me prosterner vers lui? Jamais. Si je dois mourir en exil, et commentaire, comme je vois les pédistes viennent dire, tu vas mourir en exil, tu vas moisir là-bas. Tant pis. Il n'y a pas une terre, on n'enterre pas quelqu'un. Non. Il n'y a pas une terre, on n'enterre pas quelqu'un. Donc, même si je dois mourir en exil, on doit m'enterrer. Attends, comme enterre en France, ou comme enterre au Gabon, je ne vais pas pourrir là quand... Mon corps sera décomposé, non? Il n'y a quelle différence? Et cette personne ira m'enterrer à Manji, que je vais ressusciter. Mais vous n'avez rien compris. C'est dommage, c'est-à-dire que les gens n'ont rien compris. Donc tout ce que je fais comme travail, là j'ai mes poumons de chaque jour pour vous faire valoir mes convictions. Donc vous ne retenez pas, vous qui pensez sur le sens que moi je peux négocier avec Ali Bongo. Non. Je n'ai rien à négocier avec Ali Bongo. Je n'ai pas d'excuse à présenter à Ali Bongo. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que lutter pour mon pays. Je n'ai fait que combattre contre les injustices sociales. Je n'ai fait que dénoncer les cruautés telles que les crimes rituels. Je n'ai pas tort. Donc je n'ai pas pardon à demander à Ali Bongo. Jamais. Je ne le ferai pas. Vous connaissez vous-même les corrompus. Mais vous allez les suivre. Vous allez suivre ces corrompus. Ils sont venus vous mentir. Ils sont venus en exil. Ils ont menti, ils étaient en exil. Ils étaient en exil où? C'est normal. D'autres sont pressés de rentrer parce qu'ils étaient dans une situation précaire. Ils n'avaient aucun statut. D'autres n'avaient même pas de papiers. Ils cherchaient les femmes pour avoir les papiers. Ils ont promis le mariage à toutes les femmes de France pour avoir les papiers. Mais Moulenda n'est pas en situation irrégulière. C'est parce que ma pièce, vous ne pouvez pas lire, elle est trop petite. J'ai une carte de réfugiés politiques. Voilà ma carte de réfugié politique. Vous voyez, République française. Je ne suis pas en situation régulière. J'ai un permis français. Donc, je repars au Gabon faire quoi? Je vais aller faire quoi? Les autres étaient là, ils n'avaient pas de papier. C'est pourquoi ils passaient leur temps à chercher des femmes pour leur donner des papiers. Les gens cherchaient les mariages pour avoir les papiers, mais ce n'est pas le cas de Moulenda. Je ne suis pas en situation irrégulière. Je ne cherche pas de papiers. Je suis un réfugié politique.
Si la carte arrive à expiration, on la renouvelle parce que la situation du Gabon n'a pas changé. Je ne peux pas, la France sait très bien. L'ONU sait. Parce que nous sommes gérés par l'ONU. Donc moi, je ne suis pas, ne me confondez pas avec ces activistes alimentaires qui étaient en France sans papier et qui ont cherché le mariage parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les papiers à temps normal puisqu'il n'y avait pas une situation stable, n'étant pas une menace pour le pouvoir. Parce que ce n'est pas n'importe qui obtient le statut de réfugié politique. Donc, je voudrais vous dire une chose. J'ai conscience des difficultés qu'il y a aujourd'hui au Gabon. Et je ne suis pas un chien. C'est le chien qui vomit et qui revient encore à avaler ce qu'il a vomi. Moi, j'ai des convictions. Moi, j'ai des convictions. Et c'est moi-même qui avais choisi le combat depuis l'âge de 15 ans parce que j'étais convaincu que le pouvoir Bongo n'est pas bon, ne développe pas le Gabon parce que j'étais conscient que le Gabon pouvait avoir plus que ça avec tous ses atouts, toutes ses potentialités économiques. Le Gabon pouvait être un paradis au même titre que Dubaï et les autres. Je l'ai choisi volontairement. Personne ne m'a amené. Donc je vais retourner au Gabon. Quelle négociation vous me parlez? De quelle négociation vous me parlez? J'ai négocié quoi? Non, si Ali Bongo dit, bon écoute, je veux partir, je te laisse la place, mais tu me protèges, comme Tshisekedi a fait avec Kabila, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Puisqu'on dit à gauche ou à droite, l'essentiel c'est marquer le but. Pour moi, la seule négociation, c'est celle-là. Dis, ok, je sais que tu as de l'amour pour ton pays et que tu as des capacités, viens prendre, moi je m'en vais. Mais tu me protèges. D'accord. Je dis à Ali Bongo, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour me dire que non, tu rentres pour être mon ministre, pour appeler Noureddine Bongo Yanono, un enfant qui a l'âge de mon fils, ou de ma fille. Non. Je préfère être un héros mort qu'un lâche vivant qui fait pitié. Je préfère être un héros mort qu'un lâche vivant qui fait pitié. Donc, arrêtez de me confondre avec les petits activistes alimentaires. Je suis journaliste d'abord. J'ai une plume. Je peux réussir hors de la politique. Mais c'est parce que je ne veux pas que la politique soit menée par des médiocres, parce que quand la politique est faite par des médiocres, ils nous imposent leur choix médiocre et le pays devient médiocre. C'est pourquoi je suis là. Je me dis, il faut encore des hommes de valeur au Gabon. Parce qu'il n'y en a plus. Regardez tout le monde. Les gens sont dans le projet Graine. Ils sont tous dans le projet Graine. Ils sont incapables de dénoncer. Regardez ce qui se passe au Gabon. Ils sont incapables de dénoncer. Même les gens qui sont à l'étranger, qui sont en exil. Mais ils ne dénoncent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils savent qu'ils vont repartir. Donc, c'est du chantage que certains font. Ils connaissent les secrets, ils n'arrivent pas à les dénoncer. Quelle est l'utilité? Beaucoup meurent même avec tous les secrets qu'ils ont avec eux. Ils sont incapables de dénoncer parce qu'ils se disent, bon, je vais repartir. Mais moi, je m'en fous. Je ne repartirai au Gabon que lorsque les bongos vont tomber. Je vous assure, je m'en fous. Le Gabon me manque, mais c'est une bonne cause. C'est pour la bonne cause que je me suis éloigné du Gabon. Donc, pourquoi voulez-vous que moi je sois en négociation? Moi, je m'en fous, laissez. Les autres peuvent partir. Ils n'ont jamais mené. Parce que la dénonciation n'a jamais été menée au niveau où je l'ai menée. C'est parce que les gens sont malhonnêtes, ils n'arrivent pas à reconnaître. J'ai donné du courage à beaucoup. Je donnais le courage aux Gabonais pour dire qu'on peut traiter Ali Bongo comme un simple citoyen et non comme un demi-dieu. Et je l'ai toujours traité, je l'ai réduit à son plus petit dénominateur. Je l'ai démystifié. Ceux qui n'aiment pas, et il ne me pardonnera pas pour ça.
Il va se rapprocher de moi pour me tuer. Ils peuvent me donner tous les postes que je peux demander. Mais après, c'est pour combien de temps? Pour me tuer? Encore reste donc l'exil. S'il y avait une alternative de m'entendre avec Ali Bongo, alors je l'aurais faite. Mais je sais que ce type-là, il est médiocre depuis. Et il ne va jamais changer. Et il n'aime pas de lumière autour de lui. Il préfère prendre des médiocres comme lui pour faire la racaille. Moi, je ne suis pas une racaille. Moi, je suis né pour briller. J'ai été préparé depuis mon jeune âge pour être leader, pour être chef, pas être un chefaillon comme Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo, ce n'est pas un chef, c'est un chefaillon. Donc, vous me parlez de quelle négociation? De quelle négociation vous parlez? Ce pouvoir-là, qui te donne quelque chose aujourd'hui, et demain, il publie la preuve qu'il t'a donné. Et vous pensez, moi, j'accepte des propositions comme ça pour m'humilier? Donc, au stade où je suis arrivé, je vais détruire ma crédibilité sur la base de rien? Mais non. Je n'ai pas besoin de ça. C'est vrai que ça ne fait pas bien. Cette vie d'être continuellement exposé au hasard, d'être envoyé à la mort. Mais parfois, on n'a pas de choix. Il y a des situations qui nous amènent à mener une vie de hors la loi parfois. À mener une vie de rebelle. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On se trouve dans des situations, parfois, on est obligé d'être rebelle, de se comporter en hors de la loi. On n'a pas de choix. Ali Bongo ne nous laisse pas de choix. C'est pas quelqu'un, on peut dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose dans sa tête. Même quand il était encore bien portant, il n'avait pas ça. Et quand il est devenu malade, là, ce n'est plus qui décide, c'est la femme. Mais la femme a quel profil d'abord? Son fils a quel profil politique? Moi, je n'ai rien à foutre. Excusez-moi, votre Ali Bongo, je n'ai rien à foutre. S'il doit mourir au pouvoir, qu'il reste là. Et moi, je sais que j'ai tout le temps. Pourquoi? Je n'ai que 44 ans. Donc, j'ai tout le temps. Joe Biden est devenu président des États-Unis à quel âge? Vous savez ce qu'il a vécu? Il a même perdu sa femme. Il a perdu son enfant. Le problème du Gabon, c'est qu'on n'est pas patient. Le Gabonais n'est pas patient. Le Gabonais veut planter aujourd'hui et récolter aujourd'hui. C'est ça qui nous tue. Ce qui nous tue, c'est ça. On veut planter aujourd'hui, on veut récolter aujourd'hui. C'est ça l'Africain en général, surtout le Gabonais. Il ne croit pas en demain. Il veut tout là. C'est de là à là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je prends tout mon temps. Je prends mon temps parce que je sais où je vais. Et quand tu sais où tu vas, mais tu ne t'occupes pas de ce que... Même les incidents là, je me rappelle le vieux chef aborigène là, le vieux Nzambé. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, toutes les difficultés que tu rencontres ne sont pas pour te décourager, c'est pour te fortifier parce que les grandes destinées se construisent dans les difficultés. Vous-même, vous avez remarqué que quand on n'est pas dans les difficultés, on ne réfléchit pas. C'est dans les difficultés qu'on réfléchit beaucoup. Quand on est dans les difficultés, ce sont les peuples qui ont beaucoup souffert, qui réfléchissent beaucoup. Le Gabon, regardez le Gabon, quand on avait beaucoup d'argent, on a fait quoi? On a fait la fête. On a bousillé. On passait le temps à faire la fête. Donc, moi, je voudrais vous rassurer une chose. Paulette Missambo ne m'a jamais contacté pour m'amener chez Ali Bongo. Et je ne crois même pas qu'elle le fera. J'espère que ce n'est pas les gens, ces adversaires politiques-là, qui alimentent toutes ces informations-là. Parce que c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème à l'Union nationale, un problème qui me dégoûte. Donc, on essaye de faire comme ça, avec tel, tout ça pour salir, je sais. Donc, moi, si vous ne me voyez pas, je suis occupé et puis j'ai un programme aussi. N'oubliez pas que je suis convalescent, que je suis passé d'une épreuve difficile qui aurait pu me coûter la vie. Mais j'ai tenu. Donc parfois, je m'impose. Le médecin m'a demandé 9 heures de sommeil. Vous voyez que le numéro du balcon, je ne réponds même pas.
ou je réponds difficilement. Parce que dès que je suis connecté, c'est toute la République qui appelle. Or, j'ai besoin de me reposer. Il y a des gens qui appellent parfois à 2h, 3h du matin. Or, je passe parfois la journée devant l'ordinateur. Parfois, je me réveille à 4h du matin. Ma journée commence à 4h du matin. Quand je descends au salon ici, à 4h du matin, je remonte dans ma chambre, à l'étage. Parfois à 2h du matin. Ça arrive. Parce que écrire un livre n'est pas facile, c'est très complexe. Encore l'article du journal, on peut le faire facilement. Mais écrire un livre, c'est compliqué. Parce qu'il y a toutes les règles de grammaire, il faut t'en souvenir. Oh là, avec la mémoire, avec tout ce que j'ai amassé comme connaissance au fil de ma vie, il y a parfois des règles qui viennent des souvenirs évanescents. Donc, du coup, ça nécessite la concentration. C'est normal que je ne prenne pas certaines personnes au téléphone. Donc, je ne suis pas pressé, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Parce que je suis une leçon de vie. Moi-même, je suis une leçon de vie. J'aimerais être cette leçon de vie pour les nouvelles générations. Qu'on sache qu'on peut être intègre, qu'on peut être persécuté et rester soi-même. On ne change pas. On ne change pas. Moi, je suis Guissir. Et les valeurs que j'ai reçues dans ma société, c'est la loyauté, c'est la fidélité à un idéal, c'est le courage et la détermination. Voilà les valeurs que j'ai reçues. Et personne ne va enlever ça. On peut venir me dire ici, parce que les gens se revenir que non, c'est un acheté, un type de pouvoir qui va donner un acheté. Non. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous qui est important. C'est ce que vous êtes et ce que Dieu sait de vous qui est important. Donc les gens peuvent raconter. Il y a un Gabonais qui est aux États-Unis. Et un jour, il reçoit les pédigistes là-bas. Et ils se mettent à parler de tous les activistes. Et le pédagiste lui pose la question de manière ironique au pédagiste. Il dit, mais que pensez-vous de Jonas Moulenda? Puisque les autres sont achetés. Mais que pensez-vous de Jonas Moulenda? Le pédagiste dit, bon, en réalité, on va te dire la vérité, petit, on ne va pas te mentir. Parce que toi, tu es honnête avec nous. S'il y a un vrai là-dedans, c'est Moulenda. Nous avons tout essayé pour le détruire. Nous avons tout essayé pour l'éliminer, on n'a pas réussi. Donc, pour diminuer sa popularité, on est obligé de mentir qu'il est avec nous, qu'il travaille pour nous. Ça dit, mais même toi-même, c'est parce que les Gabonais ne sont pas intelligents. Si c'était intelligent, ils comprennent que comment quelqu'un qui nous détruit plus, qui nous insulte même, parfois, comment il peut travailler pour nous? Il dit, sauf qu'on profite de la naïveté du peuple, parce que ce peuple est composé de moutons. Et ce jour-là, dès que le jeune homme est sorti du restaurant, il m'a appelé. Il m'a dit, grand jour, respect. Il m'a même envoyé 150 euros. Donc, je voulais vous dire une chose. J'ai reçu des valeurs. Malgré ce qui arrive, je reste moi-même. Je ne tremble pas. Malgré les difficultés, je reste moi-même. Et j'ai formé mes enfants comme ça pour leur dire, vaut mieux avoir un père qui a des valeurs. Et même si vous n'avez rien, et il vaut mieux attendre, terminer bien la vie que de terminer la vie misérable. Parce que les enfants de grands types d'aujourd'hui, là, ils auront des problèmes dans le Gabon de demain. Parce que leurs pères ont fait tellement de mal. Ils ont pillé le Gabon, ils ont fait des crimes rituels. Mais leurs enfants auront des noms difficiles à porter. Regardez même sur Facebook, il y a des gens qui ont du mal à mettre leur nom de famille, même les enfants qui sont sur Facebook. Même les bongos. Est-ce que vous voyez les bongos mettre entièrement? Vous verrez seulement un, par exemple, Ariana B. C'est bongo. Parce que c'est un nom difficile à porter. Parce que leurs parents ont fait du mal. Et demain, les filles seront obligées de prendre le nom de leur mari. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants soient persécutés.
Je ne veux pas que mes enfants soient persécutés. En disant ton père a volé. Et dans le Gabon pour lequel je me bats, je veux un Gabon où chacun peut se prendre en charge en fonction de ses capacités. Où les richesses naturelles vont être partagées, vont profiter à tous les Gabonais. Qu'on ne soit pas là à affamer certains pour les rendre vulnérables. Parce que c'est la politique d'Ali Bongo qui consiste à humilier les gens. Il faut les humilier, il faut humilier l'autre au maximum. Non. Et c'est ce qu'il reproche à ce type-là. Regardez comment il fait à ses propres collaborateurs. Les gens qui l'ont aidé à préserver le pouvoir. C'est les humilier depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2009. Tout ce qu'il sait faire, c'est écraser. Il faut montrer que même dans sa famille, c'est la lutte. C'est lui qui doit montrer que c'est lui le chef de famille. Et il doit écraser. Et c'est vers quelqu'un comme ça que vous voulez m'amener. Regardez comment il traite ses parents. Même sa mère manque d'argent. Elle va se soigner en Turquie. Elle manque d'argent. Elle est obligée de vendre une maison. La mère du président. La mère du président. Il y a un problème. Je ne me vois pas moi président et ma mère va aller se soigner en Turquie. Elle va manquer d'argent. Elle sera obligée de vendre ou demander à un autre président de m'envoyer de l'argent. C'est de l'humiliation. C'est pas de la personnalité. C'est comme un vrai homme qui bande, un homme qui a des couilles, ne peut pas manquer de l'essentiel pour donner à sa femme. Vous êtes là, c'est le genre d'homme dans la maison. Il n'y a rien, la femme va aller demander maintenant le sel chez les voisins alors que le mari travaille. Mais c'est inconcevable. Ou bien la femme manque de quelque chose, elle va là encore demander à ses parents, alors que quand elle est partie de sa famille, elle ne fait plus partie de sa famille, presque. Elle n'est pas allée demander à son père, à sa mère ou à ses soeurs. Le mari est là pour ça. C'est le genre d'Ali Bongo. Il humilie tout le monde, même ses propres parents. Et c'est cet homme-là, les leaders politiques veulent m'amener vers cet homme-là. Moi, je n'ai pas la force d'aller le changer. Je n'ai pas la force d'aller changer un arbre tordu. Donc les gens qui vous disent qu'on va à l'intérieur de ce système pour le combattre à l'intérieur, pour changer, pour eux, c'est des menteurs. Ils vont pour leur ventre. Ils vont pour leur ventre. Mais je ne suis pas dedans. Enlevez mon nom, je ne suis pas là dedans. Et que les dealers politiques enlèvent mon nom dans leur business. Que les dealers politiques enlèvent mon nom dans leur business. Je connais l'avantage que j'ai eu. C'est que depuis mon jeune âge, j'ai commencé à travailler. Je connais tous ces leaders politiques-là. Personne n'est tombé du ciel. Tous ceux qui sont là, je les ai vus venir. Je connais les qualités des uns et les défauts des autres. Et quand moi j'ai fréquenté certaines personnes pendant l'émission, j'ai eu à les côtoyer. Je prenais en chacun une qualité pour devenir quelqu'un de différent d'eux. Mais à quoi sert d'aller vers un monstre qui détruit, qui passe son temps à humilier, parce que c'est ça la politique du PDG, humilier, écraser. Mais un fort n'écrase pas un faible. Un fort n'écrase pas un faible. Regardez ce qu'ils sont en train de faire contre moi. Mais j'ai quel moyen? J'ai quel moyen? Regardez tout l'arsenal qu'ils mettent en place, jusqu'à faire venir le poison de la Russie et donner aux gens, allez empoisonner Moulenda. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ils ont besoin vraiment de ça, de faire ça. Je dénonce des choses. Mais s'ils étaient intelligents, ils allaient rectifier le tir. Mais la raison, c'est de dire non. Comme il est irréductible, il veut montrer que c'est lui. Il faut le tuer. Noureddin l'a dit, il avait rencontré des activistes en France. Noureddin était venu parmi ceux qui sont marchés, qui sont en train de retourner là. Et quelqu'un lui a dit, elle a dit, mais vous êtes là, mais sauf il manque quelqu'un quand même de charismatique, c'est Moulenda. Il a dit non, lui on ne peut pas négocier avec lui. C'est quelqu'un d'intraitable.
Lui, on va seulement le buter. Noureddin l'a dit en France. Et vous pensez qu'avec des gens comme ça, on peut faire quoi? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, moi, je ne suis pas là pour négocier quoi que ce soit. Ceux qui veulent partir, repartez. On n'est pas venus ensemble. On n'a pas eu les mêmes raisons de se retrouver en Europe. Certains sont venus parce qu'ils n'avaient pas une assise au Gabon. D'autres vivotaient. Ils ont pensé que l'Europe, c'était un point de chute où tous les résidus sociaux pouvaient réussir. Ils sont arrivés, ils n'ont pas réussi. Et c'est normal qu'ils veulent repartir. Il faut les laisser repartir. La seule chose qui m'embête, c'est que certains de ces oripeaux ont cherché à me détruire d'abord. Ils ont fait une campagne en Europe pour me détruire. Et je comprends que c'est le prix. On est en train de les remercier pour ce qu'ils ont fait, mon salaire. Parce que beaucoup de moutons ont cru à leurs bêtises qu'ils racontaient sur moi. C'est maintenant aujourd'hui qu'ils découvrent que non, finalement, celui qu'on taxait de tout, il n'est pas comme ça. On m'a taxé de tout. Tous les autres repartent, moi je suis là et pourtant. Donc, je voudrais vous dire de dormir tranquille sur vos deux lauriers. Je ne suis pas là pour chercher quoi que ce soit. J'ai décidé, dès lors, en partant en exil, en venant en exil, je m'étais préparé à mener une vie d'ermite, une vie d'ascèse. Je savais qu'il va me manquer beaucoup de choses. Mais je n'ai pas de choix. Vous pensez que moi aussi, je n'ai pas de... Non. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup de désirs. Je pourrais bien le faire. Non. J'ai envie de mener une vie normale. Je vois de belles femmes là qui m'envoient même des photos terribles parfois. Elles s'écartent, elles filment, elles m'envoient. Moi, je suis un homme. Je ne suis pas recto verso. Ça ne veut pas dire que ça me dit. Parce qu'il y a une qui m'a même dit, oui, je crois que tu es recto verso, tu traites les autres. Comment une photo comme ça, je t'envoie, ça ne te dit rien. J'ai dit, maman, je suis dans un combat titanesque. Tu peux avoir la beauté là. Tu peux avoir les fesses en or. Pour le moment là, c'est bon. Parce que la vache qui court se nourrit peu. La vache qui court se nourrit peu. Donc, je ne veux pas encore revenir me justifier ici sur quoi que ce soit. Je viens vous dire tout simplement que je ne suis pas dans les bêtises d'Ali Bongo, dans ces histoires, ceux qui veulent partir, aller manger, donc aller manger, ça c'est leur problème. Mais ce que je sais, c'est que nous tous, nous allons mourir. Il n'y a pas une manière différente de se décomposer. Entre un riche et un pauvre, on se décompose de la même manière. Même si on vous met du formol, même si on arrive à vous momifier, mais vous êtes mort. Même si on arrive à vous momifier, parce que vous avez toutes les richesses du monde pour rester, mais ça change quoi? Vous êtes mort. Est-ce que vous allez encore revenir voir votre famille, être utile à la famille? Non. Dès lors que vous avez compris ça, là, vous allez faire moins de mal aux autres. Ce sont les petits esprits qui s'accordent, qui s'attachent au matériel, au bien, à l'argent. Ce sont les petits esprits. Les grands esprits ne s'attachent pas au bien périssable de ce bas monde. Vous avez vu Mandela, il est parti. Il n'a pas laissé des immeubles. Hein. Vous avez vu Thomas Sankara. Vous n'allez pas me dire qu'à Ouagadougou, ça c'est l'immeuble que Thomas Sankara a construit. Non. C'est ça les grands esprits. Et l'Afrique en a besoin aujourd'hui. Mais les petits esprits pensent à amasser les biens. Regardez Ali Bongo, toutes les voitures qu'il a amassées. Il avait plus de 100 ou 200 voitures dans son parking. Aujourd'hui, il conduit ça. Et ça, Ali Bongo conduit ça aujourd'hui. Diminué par l'AVC. Et ça, il conduit ça. Donc, tout est vanité. Même si vous avez 10 000 véhicules, vous n'allez pas les conduire le même jour. Même si vous avez un appartement ou un immeuble de 100 étages, vous n'allez pas dormir dans toutes les pièces là, le même jour. Même moi, je suis là dans les petits 130 mètres carrés.
Mais je ne peux pas dormir dans les deux chambres qui sont en haut ou dans celle qui est à côté là, au premier étage. La même nuit. Même si je commence en haut, comme il fait frais. Après, je vais enchaîner dans la deuxième, puis je vais me réveiller à 3 heures du matin. Je vais dormir là-bas, mais quand je me réveille, il fera déjà jour. Je n'aurai pas le temps de venir dormir. Donc, ce n'est pas possible. Pourquoi s'entretuer pour des biens? Pourquoi se salir pour des biens? Pourquoi? Donc, moi, je voudrais vous dire, je ne viendrai pas pour négocier quoi que ce soit, surtout pour demander pardon à Libongo, parce que je ne me reproche de rien. Donc, il y a des gens qui disent, non, on demande pardon au président, il va rentrer. Quoi? Moi, j'ai des couilles, hein. Là, vous ne me connaissez pas. Je crois que vous ne me connaissez pas. En fait, surtout que je suis un enfant issu d'une famille pauvre. Quand je surgis comme ça, on dit, mais lui, là, c'est qui? Mais c'est normal. Parce que ce n'est jamais arrivé. Dans les familles pauvres, souvent, on va acheter facilement les gens. Mais ce n'est pas le cas chez moi. Chez moi, dans les familles pauvres, là, c'est pauvre en matériel, mais riche en valeur. Je suis issu d'une famille pauvre en matériel, mais très riche en valeur. Et c'est pour moi ce qui est plus important. Avoir des valeurs à transmettre. Et j'essaie de venir chaque jour ici pour vous transmettre des valeurs. Pour que on ait une société équilibrée. Parce que cette société a perdu l'équilibre aujourd'hui parce qu'elle n'a plus de valeur. Ali Bongo, c'est un président qui n'a pas de valeur. C'est un président qui n'a pas de valeur. Même pas les valeurs humanistes, il n'en a même pas. Il connaît seulement faire l'instinct bestial. Torturer. Malmener. Humilier. Et c'est un type comme ça que vous voulez m'amener chez un type comme ça? Non? Vous n'allez pas m'amener chez quelqu'un qui a seule arme pour dompter ses citoyens, rien que les humilier. Je ne peux pas me retrouver. Parce que moi, en conseil de ministre avec un type comme ça, on va se bourrer les coups. On va se bourrer les coups. Vous allez le couper dans le livre là. C'est que la dernière fois que je me suis retrouvé avec Ali Bongo, quand il m'a appelé, vous allez voir nos échanges. J'ai noté ça dans le livre, le deuxième, pas le premier. Le deuxième, les larmes de mon cœur. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai démissionné de l'Union. La seule personne qui savait ce qui s'était passé, c'était Adeline, la jeune compatriote qui vivait avec moi au Gabon. Parce qu'elle était là quand j'ai reçu le coup de fil. Quand j'ai dit je pars, si je ne reviens pas, c'est que ton parent Ali Bongo m'a tué. Il m'a fait disparaître. Et quand je suis revenu, j'ai fermé ma bouche comme il avait dit de ne pas parler. Maintenant, je parle, je suis sorti du Gabon. Je suis sorti du Gabon, je peux parler. Je parle maintenant. Tout ce que j'ai vu au Gabon, rien ne sera caché, je vous assure. Tout ce que j'ai vu au Gabon, rien ne sera caché. Quand vous voyez silencieux, c'est à cause de ça. Parce que quand on cache ces choses-là, c'est là où ça prospère. Il faut les dénoncer. Donc c'est l'occasion maintenant de parler. Et quand vous voyez silencieux, c'est que je suis en train de préparer beaucoup de bombes. Comme ils veulent me tuer, d'accord, mais les bombes sont déjà là presque. Même si on me tue aujourd'hui là. Mais les livres sont déjà chez l'imprimeur. Ça sortira. Même à titre possible, on dira oui, mais ils ont tué tel, mais voilà ce qu'il a laissé, ça sort. Donc, ils sont même bêtes. Ils pensent que c'est en utilisant la brutalité qu'ils vont m'amener à être avec eux. Non, le chien qu'on amène de force à la chasse n'attrape pas de gibier. Le chien qu'on amène de force à la chasse n'attrape pas de gibier. Et un grand homme n'humilie jamais ses semblables. Un homme qui a des valeurs, un grand homme n'humilie jamais ses semblables, même si ce sont ses subalternes, même dans l'armée là. Un grand homme ne va jamais vous humilier. Un grand homme a une manière de pouvoir te faire passer une leçon.
Un grand homme ne sera pas là pour t'humilier et utiliser sa force pour t'humilier, pour t'écraser. Non, ça c'est pas un grand homme. Et Ali Bongo n'en est pas moins. Je disais qu'un grand homme n'écrase jamais ses semblables. Même un vrai chef, il doit être respecté et non craint. Moi, je préfère être respecté et non craint. Parce que être craint signifie qu'on impose la terreur. Et la terreur implique humiliation et domination. Alors, quand on est chef, on n'humilie pas les autres. Même quand on a de l'ascendance sur eux, on ne doit pas chercher à les humilier, les écraser comme Ali Bongo le fait. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas partir chez lui. Parce que c'est un chefaillon qui humilie ses semblables. Un homme qui est grand d'esprit n'humilie jamais ses semblables. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui avait la grandeur d'esprit, rien à voir avec votre chefaillon Ali Bongo. Cet homme agissait avec circonspection parce qu'il était lui-même un puits de valeur. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina était quelqu'un qui avait beaucoup de valeur parce qu'il avait appris avec les anciens. À tel point que à chaque fois dans leur monastère du village, c'est Mumbina qui était l'enseignant. Il enseignait les jeunes garçons les valeurs de la vie. Comment ils devaient se tenir avant même d'épouser une femme. Mumbina était là pour dire, tu dois te comporter comme ça, tu dois te comporter comme ça, tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire cela. Mumbina était là. Mais voilà qu'un jour, Mumbina se trouve avec une colonie de vacances. Des élèves qui étaient venus, des enfants qui étaient venus de la ville. Pour apprendre aussi à l'école du village. Et il y avait un enfant qui était venu de la ville avec une belle montre. Et il y avait un enfant qui était là pauvre. Il avait de la concupiscence. Quand il a vu la montre là. Et voilà qu'un jour, il a subtilisé quand le petit enlevait la montre pour la mettre dans son sac. Pour aller faire du sport. Donc un des élèves là de Mumbina a volé la montre. Et lorsque l'autre est revenu, il s'est rendu compte que sa montre avait disparu. Et il a demandé, qui a volé ma montre? Personne n'a répondu. Mumbina était là, il le regardait. Et à un moment donné, Mumbina dit, mais lui il est sorti, il a laissé ces choses-là, vous êtes resté là. Donc si la montre a disparu, c'est que c'est l'un d'entre vous qui a pris la montre. La montre ne peut pas s'être volatilisée. Et Mumbina a dit, bon écoutez, je demande à la personne qui a pris la montre de rendre la montre de son congénère parce que ce n'est pas bon.
C'est certainement un cadeau de ses parents. Lui-même, il ne travaille pas encore. Et ça fait mal de perdre un cadeau prestigieux comme cette montre. Personne n'a rendu la montre à ces jeunes citadins. Celui qui avait volé la montre, il était là tranquille. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, bon d'accord, comme vous ne voulez pas rendre la montre, je vais fouiller chacun de vous. Et il a commencé par ceux qui étaient devant. Et il a dit, tout le monde ferme les yeux. Quand je passe, vous fermez les yeux. Quand je vais vous demander d'ouvrir les yeux, vous allez ouvrir les yeux. Vous avez compris? Ils ont dit oui, on a compris, vieux. Mumbina a commencé à fouiller 1, 2, 3, 4. Ils avaient les yeux fermés. Et après, quand Mumbina est arrivé dans les poches, quand ça m'est arrivé dans la poche de l'un des enfants qui était venu apprendre, il s'est rendu compte que la montre était dans la poche de cet enfant. Il a retiré la montre tranquillement sans faire de bruit. Et après, il est reparti s'asseoir devant. Quand il a fini le cours, il a demandé à l'enfant qui cherchait la montre, il dit, toi, ne parle pas d'abord, tu m'attends là. Et lorsque les autres sont sortis, il a dit, voilà ta montre, je l'ai trouvée. C'était un de tes congénères qui a volé la montre. Mais je ne te dirai pas qui est cet enfant. Je me suis interdit de dire ça. Et quand je l'ai trouvé, j'ai même évité de dire que c'est toi qui as volé pour ne pas humilier lui là. Mais il sait très bien que moi je sais que c'est lui qui a volé. Donc il ne pourra pas refaire ça parce que il sait que ce que j'ai dit là, ce que j'ai fait, retirer la montre de sa poche, il sait que c'est lui le voleur. Je ne veux pas l'humilier parce qu'il a la possibilité de s'amender rien que par l'acte que j'ai posé. Et après, le petit a pris, il n'a pas su. Parce que s'il avait dit que c'est elle qui avait volé, non seulement il aurait humilié le petit qui a volé, mais deuxièmement, il aurait opposé, le petit aurait même peut-être la bagarre, on sait comment les petits garçons se comportent. Et après, à un moment donné, celui qui avait volé la montre se sentait humilié. Quand il s'est retrouvé seul aussi avec Mumbina, il a dit, vieux, vraiment je m'excuse, hein. Je m'excuse pour la fois dernière, là, pour la montre là. J'ai honte parce que tu l'as prise de ma poche. Mais je suis étonné que tu n'aies pas dénoncé, publiquement. J'avais peur que tu me dénonces quand tu as mis la main dans la poche là. Je commençais à trembler comme une feuille au vent. Parce que je me suis dit, ah ça y est, il va dire que c'est moi, j'ai retrouvé la montre, il devait crier comme ça. Mumbina a dit non. Un grand n'humilie jamais. Même si c'est son petit, il ne doit pas l'humilier. Toi-même, tu sais au fond de toi que ce n'est pas bien ce que tu as posé. Que ce n'était pas toi. Et tu sais bien que dans nos valeurs, ne point tuer, ne point voler. C'est les valeurs qu'on nous apprend. Moi, je n'ai pas voulu t'humilier. Parce que si j'avais dit que oui, c'est toi qui avais ça, les autres auraient crié sur toi. Tu aurais attiré l'opprobre sur toi. Et même sur ta famille, on allait dire que ta famille t'enseigne des valeurs de vol, de kleptomanie. Donc un grand n'humilie jamais. Il a une manière sibylline de te faire passer le message. Tu as vu que quand j'ai retiré la montre de la poche, j'ai te tapé un peu comme ça. C'était pour dire, ne fais plus ça. Et le petit qui a voulu dire, ok, tu m'as donné une grande leçon de vie. Plus jamais je ne ferai ça. C'est une grande leçon de vie que tu m'as donnée. Tu es vraiment un sage. Grand Mumbina. Et c'est comme ça qu'un chef doit se comporter. Pas comme Ali Bongo fait. Il montre que c'est lui qui est là. Et que nous, on doit subir. On doit être en exil. Ou on doit se mettre à genoux devant lui. Pour montrer sa supériorité. Mais je n'irai jamais à Canossa. Jamais. Parce que je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que je n'ai pas commis de crime. J'ai fait un combat noble et je le ferai toujours. Et s'il continue à m'humilier, c'est son problème. Mais il s'humilie lui-même en voulant m'humilier.
Parce que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Merci de m'avoir reçu chez vous et excellente journée dominicale. Gasolina,